Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'image est iconique. Le sommet de l'Empire State Building, l'un des emblèmes de New York, illuminé de bleu, de blanc, de rouge hier soir après la victoire des Bleus 3-1 face au Sénégal pour leur premier match de Coupe du Monde. Dans le MetLife Stadium où se tenait la rencontre, les 5000 supporters français ont mis tout leur cœur à entonner la Marseillaise. Premier match donc et premières émotions. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour Fanny Marceau, bonjour à tous. Vous aussi, vous êtes passé par toutes les couleurs hier soir. La colère, la peur en première mi-temps et puis le soulagement, la joie en deuxième période. La clé de ce match, elle est dans les vestiaires. À la pause, que s'est-il passé pour que les joueurs soient à ce point transformés au retour sur le terrain, Cyril ? Eh bien, il y a eu un recadrage de Didier Deschamps dans le secret des vestiaires. Le sélectionneur a demandé à ses joueurs de faire retomber la pression et de jouer libéré, défendre ensemble, attaquer ensemble. Mais surtout, il y a eu une révolution tactique. Ousmane Dembélé bascule sur le côté, Michael Olise est positionné dans l'axe. Résultat, des Bleus conquérants. Michael Olise avec ses passes lumineuses est éblouissant et Didier Deschamps retrouve le sourire au micro d'M6. C'est toujours bien de gagner le premier match. C'est pas décisif, mais de le gagner dans une poule à 4 face à cette équipe du Sénégal. Et puis avoir autant de supporters français aussi. C'est magique le football quand on gagne et quand on peut partager des émotions. Là encore aujourd'hui, c'est que le premier match, mais on va savourer quand même. Et grâce à son doublé, Kylian Mbappé écrit l'histoire. 58 buts en équipe de France. Il est désormais seul au sommet, meilleur buteur des Bleus de tous les temps. Le capitaine avait promis d'être au rendez-vous pour cette Coupe du Monde. Promesse tenue. Alors il faudra être aussi en forme, aussi bon lundi prochain qu'hier soir face à l'Irak, Cyril. Oui, alors l'Irak, c'est évidemment un peu moins prestigieux que le Sénégal, puisque c'est sa deuxième participation seulement en Coupe du Monde, et que l'Irak a été balayé par la Norvège d'Erling Haaland, 4-1. L'objectif pour les Bleus, bien, c'est de faire aussi bien, voire mieux. Ce sera lundi à 17h heure américaine, 23h heure française à Philadelphie. Merci Cyril de la Morinerie. On note aussi cette nuit la victoire du tenant du titre, l'Argentine, qui s'est imposée 3-0 face à l'Algérie. Triplé de Lionel Messi qui a 38 ans. Écrit d'histoire, lui aussi, il devient le footballeur qui a joué le plus de Coupes du Monde. C'est son 6e mondial. Il est 8h03 sur Europe 1. À la une également ce matin, dernier jour de sommet pour les pays du G7 à Évian. Dernière discussion avant les conférences de presse des dirigeants cet après-midi. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Évian. C'était le dernier grand rendez-vous diplomatique du quinquennat pour Emmanuel Macron. L'Élysée en tire déjà un bilan positif, Arthur. Eh bien, résultat principal mis en avant par les diplomates français, une déclaration commune publiée dans la nuit. Premier point, l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, qui devait repartir hier à la mi-journée, restera finalement jusqu'à la fin du sommet aujourd'hui. Les dirigeants du G7 promettent davantage de défense aérienne et plus de pression sur Moscou, notamment sur le pétrole et le gaz. Selon une source diplomatique, Donald Trump s'est montré plus impliqué qu'attendu, à l'écoute du président ukrainien, au point, dit-on, de reconnaître une dynamique désormais plus favorable à Kiev. Sur le Moyen-Orient, les avancées apparaissent plus limitées. Le G7 soutient l'accord conclu entre Washington et Téhéran et l'initiative franco-britannique sur Hormuz, mais la coalition voulue par Paris pourrait surtout se limiter au déminage. Reste enfin un objectif d'Emmanuel Macron, garder Donald Trump jusqu'au bout du sommet. Paris réussi. Ce soir, Donald Trump dînera à Versailles pour les 250 ans de l'indépendance américaine. Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est du lourd, a lancé le président américain. Une source diplomatique promet pourtant un dîner sobre, une manière pour Emmanuel Macron de garder le lien avec un partenaire impossible à contourner. Arthur Delaborde à Évian pour Europe 1. Notez qu'à 2 jours de la signature de l'accord avec Téhéran, dont les détails n'ont pas été révélés, Washington semble lâcher du lest au Moyen-Orient. 2 pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain cette nuit. La guerre au Moyen-Orient qui ne fait pas les affaires de l'économie française. Le mois dernier, Bercy évaluait déjà son impact à 6 milliards d'euros. Alors que nos finances sont déjà dans le rouge. Difficile de redresser la barre dans ces conditions. Matignon tente bien de corriger le tir en gelant des crédits ministériels. Mais l'objectif, pourtant modeste, de ramener le déficit de 5,1 à 5% du PIB est déjà compromis. Et les prévisions de la Banque de France pour la période 2026-2028 ne sont pas rassurantes, Barthélémy Philippe. Oui, les prévisionnistes tablent sur un déficit en légère augmentation fin 2026. Selon les modèles statistiques de la Banque de France qui anticipent l'ampleur des ajustements budgétaires auxquels le gouvernement pourrait procéder, il atteindrait 5,2% du PIB, soit un dérapage d'environ 6 milliards d'euros par rapport à la cible des pouvoirs publics. L'institution n'envisage pas d'amélioration notable pour les années 2027
et 2028, comme l'explique Xavier Debrun, directeur général des statistiques et des études à la Banque de France. Le déficit se stabilise autour de 5%, ce qui est insuffisant pour stabiliser la dette. Il faudrait qu'on soit à un déficit maximum de 3%. Dans cette hypothèse, la dette publique poursuivrait sa folle ascension. Elle dépasserait 120% du PIB en 2028. Même trajectoire, hors de contrôle pour le remboursement des intérêts de la dette. L'objectif d'un déficit public sous les 3% serait donc inatteignable à l'horizon 2029 et les Français se retrouveraient bel et bien à la merci d'une violente cure d'austérité imposée par la Banque Centrale Européenne ou le FMI. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Nous mettons fin à l'impuissance de l'Europe face à l'immigration illégale. Les mots ce matin dans le Figaro de François-Xavier Bellamy. L'eurodéputé Les Républicains appelle à ne plus répartir les migrants illégaux entre les pays européens, mais à les faire repartir en dehors de nos frontières. Mesure qui sera facilitée par le règlement retour. Le texte doit être validé aujourd'hui par le Parlement européen. 52 articles, dont plusieurs propositions réclamées depuis des mois par les droites européennes, alors que seulement 20% des décisions d'expulsion sont réellement appliquées. Alexandre Chauveau. La mesure la plus attendue concerne la possibilité de créer des centres de retour dans des pays situés en dehors de l'Union européenne, comme le Rwanda, l'Ouganda ou l'Ouzbékistan, pour y transférer certaines personnes visées par une expulsion. L'objectif étant d'empêcher ces migrants de rester en Europe, malgré une obligation de quitter le territoire. En cas de vote aujourd'hui, les États pourront également retenir en centre de rétention les étrangers en attente de leur expulsion, jusqu'à 2 ans contre 90 jours aujourd'hui en France. Et puis avec ce texte, l'effet suspensif des recours en justice déposé par les migrants expulsés ne sera plus automatique. Autant de mesures qui doivent permettre d'enrayer la faillite de l'immigration illégale, selon les mots de François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains. Cette faillite, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient en particulier du carcan juridique et jurisprudentiel qui empêche l'État d'agir. Demain, le droit européen va rendre à nos États les moyens d'agir. Ce texte vient compléter le pacte européen sur la migration et l'asile qui s'applique depuis le 12 juin dernier. Il devra encore être transposé dans les meilleurs délais dans le droit français. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et faut-il accorder l'autonomie à la Corse ? Le débat s'est ouvert hier à l'Assemblée nationale et va se poursuivre aujourd'hui. Le gouvernement qui défend le texte invoque des spécificités de l'île de Beauté, mais nombre de parlementaires émettent des réserves, car au-delà de la Corse, Jacques Serret, c'est la question de l'unité de la France qui se pose. Oui, car pour la première fois, il s'agit d'inscrire le mot « autonomie » dans la Constitution. La Corse pourrait demain disposer d'un pouvoir lui permettant de déroger à certaines lois nationales, voire d'élaborer ses propres normes dans plusieurs domaines. L'exécutif veut permettre une meilleure prise en compte des spécificités de l'île. Ce texte est l'aboutissement du processus ouvert par Emmanuel Macron après les violences qui avaient suivi la mort du militant indépendantiste Yvan Colonna. Mais les opposants à ce texte y voient un précédent institutionnel majeur, une brèche dans le principe d'égalité devant la loi, une brèche dans le principe d'une république une et indivisible. Alors à l'Assemblée, le gouvernement continue de promettre des garde-fous. Mais pour les opposants à ce texte, l'exécutif prend le risque d'affaiblir un peu plus le cadre commun français. Jacques Serret. Merci à vous Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Sébastien Chenu est l'invité de Laurence Ferrari, 8h09.